Il existe un pays où les collines ne finissent jamais. Elles montent, descendent, se répondent comme les battements d'un cœur blessé mais vivant. Un pays petit par la taille mais vaste par l'histoire. Là-bas, la terre est rouge, les sourires sont profonds et les silences parfois plus lourds que les mots. On l'appelle le pays des 1000 collines. Mais il est bien plus que cela. Le Rwanda. C'est un chant de douleur et de résilience. C'est un peuple qui a traversé l'indicible et qui aujourd'hui marche debout, fier, uni. Entre forêts denses et villes en pleine mutation, entre mémoire et avenir, le Rwanda se révèle à qui prend le temps de le regarder en face. C'est ainsi que je vous emmène dans ce second épisode découvrir la géographie incroyable de ce pays. Le Rwanda est un petit pays d'Afrique situé juste sous l'équateur. Il appartient à la région des Grands Lacs africains, une zone riche en eau, en biodiversité, mais aussi en tensions historiques. Le Rwanda se trouve à la croisée de l'Afrique de l'Est et de l'Afrique centrale, au cœur du continent. On pourrait dire qu'il est en plein centre de la carte, bien qu'il soit souvent oublié dans les représentations géographiques mondiales. Le pays est plus proche de l'océan Indien que de l'Atlantique, et malgré son enclavement, le Rwanda est aujourd'hui un carrefour économique et diplomatique dans la région. Avec une superficie d'environ 26 000 km², le Rwanda est l'un des plus petits pays d'Afrique. Pour te donner une idée, c'est 2 fois plus petit que la Suisse ou à peine plus grand que la Bretagne. Sur les 193 pays du monde, il se classe à la 147e place en termes de superficie. Et pourtant, malgré cette petite taille, il est l'un des plus densément peuplés d'Afrique. Le Rwanda partage ses frontières avec 4 pays, au nord l'Ouganda, à l'est la Tanzanie, au sud le Burundi et à l'ouest la République démocratique du Congo. Cette position frontalière l'a longtemps placé au cœur de tensions régionales, mais elle en fait aussi un point de contact stratégique pendant les échanges économiques, culturels et diplomatiques. Le relief rwandais est particulier. Le pays est couvert de collines ondulées, mais aussi de montagnes volcaniques, surtout dans sa partie nord-ouest. C'est dans cette zone que s'élèvent les montagnes du Virunga, une chaîne volcanique partagée avec l'Ouganda et la République démocratique du Congo. Le mont Karisimbi, point culminant du Rwanda, atteint 4507 mètres d'altitude. À l'ouest, la faille donne naissance au lac Kivu, un lac profond, majestueux, mais aussi potentiellement dangereux en raison de son activité volcanique sous-marine. Le climat est de type équatorial tempéré, il y fait doux toute l'année, entre 20 et 27 degrés, avec 2 saisons sèches et 2 saisons de pluie. Cette douceur est l'une des raisons pour lesquelles Kigali est souvent citée comme une des capitales les plus agréables du continent africain. Le Rwanda porte bien son nom, pays des 1000 collines. Partout le relief est vallonné, vert, cultivé. Les pentes sont tapissées de plantations, de bananiers ou de patates douces. Le Rwanda est l'un des derniers refuges au monde pour les gorilles de montagne, une espèce en danger critique d'extinction. Ils vivent dans les forêts épaisses du parc national des volcans, protégés mais toujours vulnérables. On y trouve aussi des éléphants, des lions, des léopards, des buffles, des antilopes ou des hippopotames. Grâce à ces efforts de conservation, le Rwanda a réussi à réintroduire plusieurs espèces disparues, notamment les lions et les rhinocéros. On y observe aussi des centaines d'espèces d'oiseaux, ce qui en fait un paradis pour les ornithologues. Maintenant, passons à l'histoire du Rwanda. L'histoire du Rwanda commence bien avant les lieux. Les traces archéologiques montrent que des peuples vivaient sur ce territoire depuis plus de 10 000 ans. Petit à petit, différents groupes ethniques, notamment les Hutus, les Tutsis et les Twa, s'installent. Ce sont des catégories sociales qui évoluent dans un même espace culturel, linguistique et religieux. À partir du XVe siècle, un royaume centralisé se forme, le royaume du Rwanda, dirigé par un roi, le Mwami. Ce royaume structuré étend lentement son influence sur les collines voisines. En 1885, la conférence de Berlin découpe l'Afrique. Le Rwanda est attribué à l'Empire allemand, mettant fin à près de 4 siècles du royaume du Rwanda, dirigé petit à petit par plusieurs rois de différentes tribus. Mais les Allemands ont peu de présence réelle. Ce sont les Belges, après la Première Guerre mondiale, qui prennent le relais. Le Rwanda devient un territoire sous mandat belge en 1922. Puis, sous tutelle de l'ONU après 1945. Les Belges s'appuient sur la monarchie rwandaise mais introduisent des cartes d'identité ethnique, figeant les différences entre Hutus et Tutsis. C'est le début d'une politique coloniale de division. Les Tutsis sont favorisés, les Hutus marginalisés. Sachant que les Tutsis sont favorisés, mais les Hutus représentent 85% de la population du Rwanda. Ils sont donc bien plus nombreux que les Tutsis, qui eux représentent 10 à 12%. Le reste des pourcentages sont d'autres ethnies, comme les Twa, etc. En 1959, une révolution Hutu met fin à la monarchie et à la domination belge. La violence éclate, des milliers de Tutsis fuient vers les pays voisins. C'est une guerre civile. Le Rwanda devient enfin indépendant en 1962. Grégoire Kayibanda devient le premier président de la République. Le pouvoir est donc dominé par les Hutus. En 1973, un coup d'état militaire porte le général Juvenal Habyarimana au pouvoir. Sous son régime autoritaire, les inégalités persistent. Les réfugiés Tutsis depuis l'Ouganda forment un mouvement rebelle, le FPR,
Front patriotique rwandais, dont on reparlera plus tard. Pendant ce temps, les tensions ethniques s'aggravent à l'intérieur du pays. Le 6 avril 1994, l'avion du président Habyarimana est abattu. Ciel étincelle. En quelques heures, les extrémistes Hutus déclenchent un génocide d'une violence inouïe. En à peine 100 jours, environ 800 000 Tutsis, ainsi que des Hutus modérés, sont massacrés, souvent à la machette. C'est l'un des pires génocides du XXe siècle, et un des 3 seuls réels génocides reconnus par toute la communauté internationale, avec le génocide juif et tzigane de 1945 et le génocide arménien durant la Première Guerre mondiale. La communauté internationale reste largement passive. Le Front patriotique rwandais, dirigé par Paul Kagame, lance une offensive depuis l'Ouganda. En juillet 1994, il prend le contrôle du pays et met fin au génocide. Le pays est dévasté. Les traumatismes immenses. Paul Kagame devient officiellement président en 2000, après avoir été vice-président et chef militaire durant le gouvernement transitoire. Un gigantesque effort de reconstruction est lancé. Infrastructures, santé, éducation, sécurité. Le Rwanda devient l'un des pays les plus sûrs et les plus organisés d'Afrique. Mais ce modèle repose sur un pouvoir très centralisé dont on reparlera plus tard, car le régime est loin d'être démocratique. Passons maintenant à la politique actuelle du pays. Le Rwanda est une république présidentielle, où le président est à la fois chef de l'État, chef des armées, et possède une forte influence sur le gouvernement, la justice et même le Parlement. En France, l'exécutif se partage avec le Premier ministre. C'est semi-présidentiel. Ici, le président est seul. Il est élu pour 5 ans, renouvelable une fois. Mais cette réforme de 2015 a aussi permis à Paul Kagame, actuel président de la République, de briguer plusieurs mandats supplémentaires. Il est en fonction officielle depuis le 24 mars 2000, donc plus de 25 ans actuellement. Sa dernière réélection date de juillet 2024, ce qui pose problème puisque logiquement on ne peut se représenter qu'une seule fois, enchaîner maximum 2 mandats. Donc le premier il l'a fait à partir de 2003, car de 2000 à 2003 il n'avait pas été élu, mais il était chef du gouvernement tout de même. En 2003 il s'est fait élire au suffrage universel, puis réélire en 2010, puis finalement réélu en 2017, puis en 2024, ce qui pose effectivement le problème de la démocratie. Le premier ministre rwandais, qui a un rôle purement décoratif, même si ce n'est pas très juste de dire ce terme-là, puisque finalement il se dit comme chef du gouvernement, mais il découle totalement du président, et Edouard Ngirente, ou Ngirente. Il est du parti politique du PSD, donc le Parti social-démocrate du Rwanda. Le pouvoir législatif est bicaméral, comme en France. Il possède donc 2 chambres, le Sénat et la Chambre des députés. Le Sénat compte 26 membres, dont 18 sont élus au suffrage indirect. 12 sont élus par les élus des villes, des départements et des régions. 4 sont élus par le Forum des formations politiques, c'est la réunion des leaders de tous les partis politiques du pays, et 2 sont élus par le personnel d'enseignement du pays. Ce sont des enseignants universitaires, ceux qui sont élus. Enfin, le président de la République en nomme 8 parmi la communauté nationale. Les anciens chefs d'État peuvent faire partie s'ils le demandent du Sénat, ils auront une place réservée. Le Sénat doit comporter obligatoirement 30% de femmes parmi ses membres. La durée du mandat de chaque sénateur est de 5 ans, renouvelable une fois. Sauf pour les anciens chefs d'État, qui sont renouvelables autant de fois qu'ils le veulent. Le dernier scrutin a eu lieu en 2024. La Chambre des députés, elle, est composée de 80 sièges, pourvus pour 5 ans aussi. 53 au scrutin proportionnel dans une unique circonscription nationale, c'est-à-dire comme le fonctionnement des élections européennes en France, on vote pour une liste. Donc ici c'est une circonscription nationale, c'est-à-dire que pas de plusieurs circonscriptions. On vote pour la même liste dans tout le pays. Chacun choisit la liste du parti qu'il veut, et selon le nombre de voix, on prend les premiers de la liste, etc. pour être député. Sur les 27 sièges restants, 24 sont réservés à des femmes et pourvus au scrutin indirect. Ce sont les conseillers municipaux et régionaux qui les élisent. 2 sont élus par le Conseil national de la jeunesse, donc 2 députés jeunes, et le dernier par la Fédération des associations des handicapés. Donc ces 3-là, il y aura forcément 2 jeunes et une personne atteinte d'un handicap. Ces 27 membres ne doivent appartenir à aucun parti politique. En 2024, date du dernier scrutin, les femmes sont au nombre de 44, soit 55% de l'Assemblée. C'est un des seuls pays avec ce taux de féminisation. Sur les 80 membres, 27 sont donc indépendants, sans parti politique. 37 appartiennent au parti du président de la République, le FPR. Politiquement, si on nommait le côté autoritaire, ce parti il serait classé au centre droit, comparable au parti Renaissance en France. Mais le FPR est clairement autoritaire et antidémocratique, ce qui empêche totalement de le classer sur l'échiquier politique français. Les 16 sièges restants sont des partis d'opposition. Opposition, c'est à nuancer, car les résultats électoraux posent énormément de questions vu le taux de réussite du parti présidentiel à chaque élection. Si le gouvernement ne contrôlait pas ces élections, il y aurait bien plus que 16 sièges d'opposition. Surtout que c'est une opposition relative, vous allez voir. 5 sièges pour le parti libéral, qui est un parti de centre, très proche du pouvoir. 5 sièges pour le parti social-démocrate, parti de centre-gauche, pas spécialement proche du pouvoir, mais qui ne le critique jamais, donc ne pose pas de problème. Et 2 sièges pour 3 autres partis.
Le Parti démocrate idéal, qui est un parti de droite qui représente la minorité musulmane du pays, il est totalement en accord avec le pouvoir, sauf sur la question religieuse, ce qui explique son existence. Mais aussi le Parti vert démocratique, parti écologique de gauche, c'est le seul parti d'opposition qui critique ouvertement le gouvernement, ce qui lui vaut très souvent des sanctions et de la censure. Et pour finir, le parti social Imberakuri, parti de gauche socialiste. C'était un véritable parti contestataire avant l'emprisonnement de son dirigeant, mais depuis c'est un parti d'opposition qui soutient le gouvernement. Le pouvoir judiciaire, lui, est assuré par les tribunaux classiques et par la Cour suprême rwandaise. De 2002 à 2015, pour juger la masse de personnes ayant participé au génocide, des tribunaux non professionnels à ciel ouvert dans chaque village sont organisés. Ce sont les tribunaux Gacaca. Les élections sont régulières, mais les résultats laissent peu de doutes. Kagame et le FPR y obtiennent souvent plus de 95% des voix. Même s'ils se déclarent comme tels, le Rwanda n'est donc largement pas une démocratie. Les médias sont encadrés, l'opposition est très faible comme on a pu le voir, souvent réduite au silence pour la vraie opposition. Le parti au pouvoir domine la scène politique. Le discours officiel met l'accent sur l'unité nationale, bannissant toute référence aux ethnies. Cela permet d'éviter les divisions du passé, mais rend aussi difficile tout débat critique. Les ONG et les institutions internationales saluent la bonne gouvernance et critiquent souvent le manque de liberté politique. Pour Kagame, la stabilité est une priorité absolue. Le Rwanda est présenté comme un modèle de sécurité et d'ordre en Afrique. La corruption y est l'une des plus faibles du continent et l'administration fonctionne bien. Le pays est actif à l'étranger, il participe à des missions de maintien de la paix, tisse des alliances diplomatiques et veut devenir un hub régional commercial. Mais la question des libertés politiques, de la démocratie, mais aussi du conflit avec la République démocratique du Congo où Kagame est accusé de crimes contre l'humanité pose énormément de problèmes dans ce pays qui est donc partagé entre progrès par rapport aux autres pays d'Afrique mais aussi dictature qui pose énormément de problèmes. Maintenant, passons à l'identité du pays. Tout d'abord, le drapeau du Rwanda a été adopté à la fin du régime transitoire post-génocide, et donc à l'adoption de la nouvelle constitution de 2001. Il marque un profond changement et une diversité par rapport aux autres drapeaux des autres pays du continent africain. Ici, la bande bleue représente à la fois la région des Grands Lacs où se trouve le Rwanda, mais c'est aussi le symbole de la paix et du bonheur, qui montre la volonté de se reconstruire après les douleurs du génocide. La bande jaune représente la volonté du gouvernement à favoriser le développement économique qui découle de cette paix. La bande verte, elle, représente la forêt présente de manière importante dans le pays, ainsi que l'espoir et la prospérité. Dans le coin droit, le soleil à 24 rayons représente la lumière qui éclaire progressivement tout le peuple. Ceci traduit l'unité, la résilience et l'avenir meilleur qui attend le Rwanda. Le soleil est séparé au centre par un cercle bleu, montrant le lien entre cet avenir radieux et la paix. Les armoiries du pays se composent de plusieurs éléments. Tout d'abord, le cercle vert noué en bas. Il vient rappeler le territoire boisé du pays, ainsi que l'unité du peuple sur ce territoire, d'où le nœud. Deux banderoles en haut et en bas viennent présenter les écritures République du Rwanda et Unité, Travail, Patriotisme, la devise. En dessous de la banderole en haut, le soleil du drapeau vient réappuyer la volonté de prôner un avenir meilleur. Au centre, un engrenage bleu clair, symbole du développement industriel du pays, et à l'intérieur, un cercle bleu foncé, symbole de la modernisation, ce qui montre la volonté de se développer dans ces deux secteurs. Par-dessus, un panier traditionnel rwandais, un agazeke, qui vient prôner la culture et le partage social du pays. Autour, 2 pousses de sorgho et de café, rappelant l'identité agricole du pays, avec les 2 plantes les plus cultivées là-bas. Pour finir, 2 boucliers traditionnels viennent encadrer les armoiries, un à gauche et un à droite, ce qui montre la protection du peuple sur le reste des valeurs. La monnaie au Rwanda est actuellement le franc rwandais, dont le symbole est FR en majuscule, W en minuscule, et le code est RWF. Mais un projet de changement de monnaie devrait voir le jour prochainement, qui se nommerait le shilling est-africain. Mais pour l'instant, nous n'avons pas plus d'autres informations. La devise du pays est donc comme marquée sur l'emblème unité, travail et patriotisme. La fête nationale, elle, est le 4 juillet, date de la fin du génocide. Le hymne national dont voici un extrait est composé en 2002, s'appelle Notre beau Rwanda. Les langues principales sont le Kinyarwanda, mais aussi 3 autres langues qui sont reconnues comme officielles, le français, l'anglais et le swahili. Pour finir, la capitale est Kigali depuis 1962 et le domicile présidentiel y est d'ailleurs fixé. Maintenant, voyons ce qu'il y a à dire sur l'économie au Rwanda.
Le Rwanda est un petit pays enclavé, sans accès à la mer et sans grandes ressources naturelles. Pourtant, il est souvent cité comme un modèle de développement en Afrique. Depuis la fin du génocide, son économie a connu une croissance rapide, portée sur la stabilité politique, puisque le gouvernement ne change pas, la lutte contre la corruption et une vision claire pour l'avenir. Le pays s'est fixé un objectif ambitieux, devenir un pays à revenu intermédiaire d'ici 2035 et un revenu élevé d'ici 2050. Pour cela, il mise sur l'innovation, les services et la transformation locale des produits. L'agriculture reste le secteur principal de l'économie, plus de 60% de la population en dépend. On y cultive principalement du sorgho, du maïs, du haricot, du thé et du café. Ces deux derniers produits sont très importants pour l'exportation et une très grosse source de revenus, étant des ressources entre guillemets de luxe. Mais depuis une dizaine d'années, Kigali encourage une transition vers une économie plus diversifiée, tourné vers les services, le numérique et aussi le tourisme. Le Rwanda veut devenir un hub technologique pour l'Afrique. Des zones économiques spéciales ont été créées, des infrastructures modernes sont mises en place, notamment dans la capitale. Le gouvernement soutient activement les startups, l'e-gouvernance et la couverture internet. Kigali, c'est aujourd'hui l'une des villes les plus connectées de tout le continent africain. Autre pilier, le tourisme. Le pays attire les visiteurs par ses paysages montagneux, ses parcs nationaux et surtout ses gorilles des montagnes, emblème national. L'économie rwandaise, elle reste toutefois vulnérable. Elle dépend fortement de l'aide internationale, des importations, des aléas climatiques, mais malgré tout cela, les progrès sont indéniables. La gestion rigoureuse des finances publiques, les investissements, l'éducation, la santé, tout cela crée un fort sentiment d'unité nationale qui contribue à maintenir le cap. Le Rwanda n'est pas une puissance économique par la taille, mais par la résilience, sa vision à long terme et la capacité aussi à se réinventer. C'est devenu une référence sur ce modèle pour tout le continent africain. Mais qu'en est-il donc de la population ? Le Rwanda compte fin 2024 14,5 millions d'habitants. La population est jeune, près de 60% des Rwandais ont moins de 25 ans. Ce dynamisme démographique représente à la fois une opportunité et un défi. Le pays mise beaucoup sur l'éducation avec un fort taux de scolarisation en primaire et un accès progressif au numérique pour préparer une génération tournée vers l'avenir. Ethniquement, la population est composée majoritairement de Hutus, avec une minorité de Tutsis et une très petite communauté de Twa. Cependant, le Rwanda ne reconnaît plus les catégories ethniques dans la vie politique ou sociale dans une volonté d'unité nationale, née de l'après-génocide. Tous sont rwandais avant tout. En milieu urbain, notamment à Kigali, la population s'urbanise rapidement, portée par l'emploi, le numérique et les infrastructures modernes. Mais près de 80% des Rwandais vivent encore en milieu rural avec un mode de vie traditionnel, souvent centré sur la terre, la famille et la communauté. Le Rwanda a aussi mis en place des politiques sociales volontaristes, avec un accent fort sur l'égalité, notamment entre les genres. C'est l'un des rares pays au monde où les femmes sont majoritaires au Parlement. Le système de santé communautaire repose sur des mutuelles de santé accessibles et des programmes de développement locaux encourageant la solidarité, l'entraide et la lutte contre la pauvreté. Le Rwanda affiche aujourd'hui un taux de natalité d'environ 3,7 enfants par femme. C'est une baisse notable comparée aux années 1990 où les femmes comptaient souvent plus de 6 enfants. Cette transition démographique est encouragée par les politiques de santé publique, l'éducation des filles et l'accès à la planification familiale. L'espérance de vie, elle aussi, a fortement augmenté. Elle a atteint environ aujourd'hui 71 ans. Les femmes vivent en moyenne 73 ans contre 69 pour les hommes. Cette amélioration reflète les efforts en matière de prévention, de vaccination, de lutte contre les maladies infectieuses comme le paludisme ou le VIH. L'extension des mutuelles de santé couvre aujourd'hui une grande partie de la population. Le Rwanda reste classé comme un pays à revenus faibles. Les gens sont principalement pauvres avec un PIB par habitant d'environ 1100 $ américains en 2024. Ce chiffre peut paraître bas mais il cache une réalité dynamique. En 2 décennies, ce revenu a plus que triplé. Mais qu'en est-il donc de la religion ? Au Rwanda, la religion tient une place centrale dans la vie quotidienne. La très grande majorité des Rwandais se réclament du christianisme, avec près de 90% de la population. La branche dominante est le catholicisme, hérité de la colonisation belge et de l'action missionnaire au XXe siècle. Aujourd'hui encore, de nombreuses écoles, hôpitaux et institutions sociales ont des racines catholiques. Mais depuis les années 90, on observe une forte progression des églises protestantes et surtout des églises évangéliques, très présentes notamment dans les zones urbaines. Leur culte est souvent plus dynamique, moderne et centré sur la réussite individuelle, ce qui séduit une jeunesse urbaine en quête de repères. L'islam est pratiqué par environ 2 à 3% des Rwandais, principalement dans les villes. Longtemps minoritaire, cette communauté est respectée et intégrée, notamment depuis son rôle jugé pacifique durant le génocide. Le pays reconnaît aussi la liberté de culte et abrite quelques minorités religieuses. Maintenant, voyons la culture. La culture rwandaise est très riche sur tous les plans. La littérature, encore peu connue à l'international, joue un rôle essentiel dans la transmission de la mémoire et la construction de l'identité nationale. Une figure majeure est Scholastic Mukasanga, dont le roman Notre-Dame du Nil
a été largement saluée en France et traduite dans plusieurs langues. Elle y décrit avec force la vie avant le génocide, mêlant poésie et réalité crue. Son œuvre reflète la douleur, la résilience et l'importance de la mémoire. On compte aussi des auteurs comme Benjamin Séné qui écrit sur les conflits ethniques, mais il y a aussi des poètes contemporains qui s'expriment en Kinyarwanda, français ou anglais. La tradition orale reste vivace, avec ses contes, proverbes et chants transmis de génération en génération. Musicalement, le Rwanda est un pays où la musique a une place culturelle très forte entre tradition et modernité. La musique traditionnelle s'articule autour des tambours ingoma, très respectés et utilisés dans les cérémonies. Elle est dans Sintore, symbole de l'histoire guerrière et de l'identité nationale. Sur la scène contemporaine, le Rwanda connaît un essor musical impressionnant avec des artistes comme Mehdi, considéré comme la star du R&B rwandais, ou encore Bruce Melody, figure montante de la pop urbaine. Ces artistes sont suivis dans toutes les régions des Grands Lacs et au-delà dans la diaspora africaine. La musique rwandaise, moderne, mélange souvent rythme traditionnel et son moderne, créant une fusion unique. Le cinéma, lui, est un puissant vecteur de mémoire et de dialogue et d'éducation. Depuis le génocide de 1994, de nombreux films abordent la reconstruction, le pardon et les conséquences du passé. Le Rwanda Film Festival, aussi appelé Hollywood, est devenu un rendez-vous incontournable pour promouvoir le cinéma local. Des réalisateurs comme Joel Karekesi ont gagné en reconnaissance internationale, notamment avec The Mercy of the Jungle, qui a reçu plusieurs prix africains. La gastronomie rwandaise reflète son territoire et sa simplicité paysanne. Les plats traditionnels utilisent surtout les produits locaux, bananes plantain, manioc, haricots, maïs, patates douces, ainsi que la viande de chèvre, de poulet ou de poisson dans les régions lacustres. Un plat emblématique est l'izombe, une purée de feuilles de manioc accompagnée de viande ou de poisson. L'ugali est aussi un plat typiquement rwandais, qui est une bouillie à base de farine de maïs ou de manioc et d'eau. Niveau boisson, le café et le thé rwandais, reconnus mondialement pour leur qualité et leur goût fin, sont aussi une fierté nationale, exportés dans les plus grands marchés internationaux. Et il y a aussi l'ikikaje, une boisson alcoolisée à base de sorgho sec qui aurait des pouvoirs de guérison. Dans les marques rwandaises les plus connues, on peut citer la plus emblématique, Visit Rwanda, qui est donc l'agence de tourisme du Rwanda. Son nom est affiché en lettres capitales sur les maillots d'Arsenal ou du PSG, ce qui montre une stratégie unique, associer l'image du Rwanda au monde du football. Cette campagne cherche à repositionner le pays comme une destination sûre, moderne et tournée vers l'avenir, loin des stigmates du passé. Dans le domaine des transports, Rwandair, la compagnie aérienne nationale, incarne les ambitions régionales. Elle est basée à Kigali et elle dessert plus de 30 destinations en Afrique, en Europe, au Moyen-Orient et en Asie. Elle offre un service salué pour sa qualité et reflète la volonté du Rwanda de devenir un hub aérien majeur. Un autre exemple d'innovation locale, Yego Innovation, une entreprise rwandaise spécialisée dans les solutions de transport intelligent. Elle propose des motos taxi, des voitures géolocalisées, des voitures électriques, ce qui montre que le pays est résolument tourné vers la technologie, la mobilité et l'attractivité mondiale. Pour finir, ce qui est du sport, le Rwanda compte plusieurs sportifs qui font rayonner le pays. En cyclisme, le Rwanda est devenu une force montante avec des coureurs comme Adrien Niyonshuti, le premier Rwandais à courir le Tour de France. En basketball, il y a Kenny Kazana qui joue dans des clubs internationaux. C'est là-dessus que s'achève notre deuxième épisode sur Geography Tips. J'espère que cet épisode sur le Rwanda vous aura plu. J'attends dans les commentaires vos retours sur ce qu'on pourrait améliorer, que ce soit dans le fond ou dans la forme. N'hésitez pas non plus à vous abonner, ça ferait énormément plaisir pour augmenter le référencement des vidéos et donner encore plus envie de proposer du contenu de qualité. C'est pareil, un petit pouce bleu, un commentaire, n'hésitez pas à partager cette vidéo à vos amis aussi. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour être à l'affût des prochaines sorties, que ce soit en short ou en vidéo longue. Et mes réseaux sont dans la description, TikTok ou Instagram, pour être à l'affût des prochaines sorties. Si vous êtes rwandais ou d'origine rwandaise ou que vous vous y connaissez sur le pays, n'hésitez pas à me le dire en commentaire pour peut-être un deuxième épisode. Si vous souhaitez un autre pays, car pour l'instant je le tire au sort, dites-le moi en commentaire et on verra ça pour la prochaine fois. Et en tout cas, moi je vous dis à la prochaine, portez-vous bien et à bientôt. Salut tout le monde.